Nous n'avons donc qu'un quart d'heure de retard. Commence la seconde demi-journée de ce colloque qui est recomposé pour les raisons qui me sont imposées par Christophe Vernière, donc il a raison. Nous allons en fait fondre dans une seule table ronde la discussion sur le prêt et le dépôt. Mais il y a une cohérence puisque, comme nous l'expliquait tout à l'heure notre ami Pascal Puig, ce sont des contrats de service. Alors le prêt et le dépôt, nous allons d'abord écouter un des membres de la commission, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Philippe Dupichot, qui est secrétaire général de notre association Capitan, et puis ensuite, dans l'ordre ou le désordre, à vous d'en juger, Jean-Claude Dubarry, qui faisait partie aussi du groupe, mais qui aime bien faire un peu bande à part, donc qui va jouer le rôle de discutant, Michel Farge, qui est professeur dans cette maison, donc les étudiants le connaissent, et donc probablement l'apprécient, et puis enfin, last but not least, la femme de la journée, la seule. Capitan a une conception de la parité qui est assez singulière, il faut bien le reconnaître. Et c'est donc, alors j'écorche toujours son nom, mais il est tellement compliqué, Garance Catalano Cloarec, qui clôturera cette première partie de la journée. Ensuite, nous aurons une table ronde sur les contrats de représentation avec Cyril Grimaldi et l'inénarrable Bruno Dondero. Ensuite, elle n'était pas prévue sur le programme, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du président de pouvoir la prévoir. Il y aura une pause impérative. Et enfin, nous terminerons avec les contrats aléatoires. Enfin, pas tout à fait enfin, avec Alain Benaban et Jean-François Hamelin. Le vrai enfin, ça sera Jérôme Huette qui nous gratifiera d'un discours de synthèse dont il m'a précisé qu'il le ferait peut-être en chanson, car c'est un spécialiste de la musique, comme chacun le sait. Mais redevenons sérieux et parlons donc du dépôt et du prêt, et je donne la parole à mon ami Philippe Dupichot. Merci infiniment, Denis. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord présenter les excuses d'Alain Gauzy, qui était membre de la commission et qui était prévu sur le programme et qui est retenu par des obligations protocolaires. C'est une des raisons pour lesquelles il me revient de tenter, dans un premier temps, de dresser une présentation générale à la fois du prêt et du dépôt, avant que dans un second temps, nous n'abordions par des regards particuliers, plus précisément, une discussion de ces deux contrats. Je voudrais d'abord, à mon tour, remercier nos hôtes, remercier l'Université Grenoble-Alpes de nous recevoir, remercier son doyen, dont l'accueil a été très amical ce matin. Remercier aussi les discutants, parce que les discutants se sont prêtés de bonne grâce au jeu des observations, des critiques toujours constructives ce matin. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Vous l'avez compris, c'est un avant-projet participatif en quelque sorte. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un premier brouillon. L'expression a été prononcée ce matin. Je pense qu'on est au-delà du premier brouillon. Mais c'est un avant-projet qui est perfectible et que vous avez vocation à nous aider à rendre meilleur. Et je crois que c'est l'objet de cette journée. Alors, deux contrats, le prêt et le dépôt, deux contrats qui présentent depuis toujours de grandes affinités. Pourquoi ? Denis disait à l'instant, ce sont deux contrats de service. On aurait aussi bien pu dire, ce sont deux contrats de restitution. Deux contrats de restitution, deux contrats classiquement réels, deux contrats unilatéraux, et deux contrats pour lesquels on a toujours constaté que le régime était largement placé sous la dépendance de la nature, fongible ou non, consomptible ou non, corporelle ou non, mobilière ou non, du bien prêté ou déposé. C'est amplement suffisant pour qu'on étudie les deux de pair. Je suis désolé, je ferai un plan d'une simplicité confondante. J'aurais aimé pouvoir faire un plan de la qualité de ceux de ce matin qui ont valu des standing ovations à nos collègues de La Réunion. C'est assez rare, lors d'annonce de plan, d'entendre des applaudissements. Il n'y aura pas ici d'applaudissements puisque je traiterai en premier lieu du prêt et en second lieu du dépôt. Ah oui. Alors, en premier lieu, donc, le prêt. Alors, deux observations préliminaires. Première observation, s'agissant de la structure et du plan retenu. L'avant-projet, que je me propose de vous présenter dans ces grandes lignes, propose de faire du prêt un titre 11 du livre 3 du Code civil, 11, actuellement c'est un titre 10, intitulé « Inchangé du prêt ». La dualité des prêts régis par le Code civil serait par ailleurs conservée, rien de neuf de ce point de vue-là. Toutefois, la structure serait modifiée
puisque l'avant-projet propose de ne retenir que 2 chapitres, le prêt à usage, le prêt translatif, là où l'actuel titre 10 connaît 3 chapitres, le prêt à usage, le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Ce prêt à intérêt est intégré par des règles spéciales au prêt translatif, 2 chapitres contre 3. Pour le reste, les plans internes des subdivisions seront familiers aux juristes, puisque généralement il y a un balancement entre la formation et la validité du prêt et les effets de ce dernier, et parfois un balancement entre des règles communes et des règles spéciales, ainsi pour les règles spéciales ou propres au prêt d'argent. Sur le volume des nouveaux textes, et ce sera ma seconde observation préliminaire, eh bien on constate là encore, l'expression a été employée ce matin, une cure d'amaigrissement, puisque aujourd'hui nous comptons environ 41 articles qui traitent du prêt, 1874 à 1914, et demain, ce serait peut-être 27 articles seulement contre 41 qui traiteraient du même prêt. Alors, les innovations, d'une part, et les consolidations, d'autre part. Je serai évidemment plus long sur les innovations que sur les consolidations. Les innovations, elles sont à la fois, on s'en doutera, d'ordre formel et d'ordre substantiel. Les innovations formelles, s'agissant d'abord du prêt à usage. L'innovation est une semi-innovation en vérité. Elle a consisté à éradiquer totalement, peut-être que certains le regretteront, l'appellation de commodat, qui certes avait été supprimée des textes du Code civil depuis la loi du 12 mai 2009 de simplification. On a conservé le prêt à usage, on a éradiqué le terme de commodat, mais l'expression de commodat continue encore aujourd'hui de subsister dans l'intitulé du chapitre relatif au prêt à usage ou commodat. Eh bien, le terme de commodat serait même supprimé de ce chapitre. L'expression serait définitivement abandonnée. Alors pourquoi ? Mais je crois que parce qu'il faut anticiper peut-être cette simplification du droit, et on remarquera d'ailleurs que si l'expression de commodat est largement utilisée par les juristes, celle de commodataire l'était un peu moins, et celle de commodant a totalement disparu du vocabulaire juridique depuis quasi 2 siècles. On en trouve trace dans le littré, mais en dehors de cela, il est assez peu fréquent que l'on traite du commodant. Bon, est-ce que c'est une raison suffisante pour supprimer le terme ? Je vous laisse apprécier. Seconde innovation formelle, et c'est une véritable innovation celle-là, et ce n'est pas une semi-innovation, c'est la substitution, la proposition de substitution du vocabulaire et du vocable de prêt translatif au vocable actuel de prêt de consommation ou de simple prêt que l'on trouve dans le Code civil. Alors pourquoi parler de prêt translatif ? Je crois que c'est dans une perspective pédagogique que les membres du groupe de travail ont considéré que la nature translative d'un prêt, c'est quelque chose de fondamentalement contre-intuitif. C'est contre-intuitif qu'un prêt transfère la propriété. Il a donc paru utile de mettre en exergue ce qui faisait l'originalité de ce prêt et qu'il transfère la propriété. Et ce transfert de propriété est axé, et là on pourrait discuter du point de savoir si c'est une innovation, pas tant sur le caractère consomptible par le premier usage des choses prêtées que par leur caractère de choses de genre de choses, et on en discutait pas plus tard que ce matin avec Cyril, on pourra peut-être revenir sur ce point, puisque le prêt translatif est défini comme le prêt qui tend à transférer la propriété de choses de genre. On ne trouvera pas trace dans la définition des choses consomptibles par le premier usage, alors que ces choses consomptibles sont dans le Code civil d'aujourd'hui le point de départ entre le prêt à usage, choses non consomptibles, encore certains, et le prêt de consommation, choses consomptibles et fondues. Je ne crois pas que ce soit là une innovation, mais on pourra, le cas échéant, y revenir. Innovation formelle, innovation substantielle. S'agissant du prêt à usage, premièrement, qui constituerait le premier chapitre de ce nouveau titre 11. Le prêt à usage, le terme de commodat ayant, vous l'avez compris, été totalement abandonné, même dans l'intitulé du chapitre, eh bien, serait sujet à 3 évolutions. La première évolution, c'est l'ouverture au consensualisme. En effet, le groupe de travail propose de faire du prêt à usage un contrat consensuel afin de donner plein effet à la promesse de prêt à usage et de permettre, le cas échéant, à l'emprunteur à usage d'obliger le promettant prêteur à respecter la parole donnée. Tu t'étais obligé à me prêter ta voiture pour le week-end de l'Ascension. Je n'ai pas pu louer de véhicules à temps. Les véhicules sont tous pris. Je te demande de respecter la parole donnée. Une contrainte, une exécution forcée de la promesse de prêt à usage serait donc possible.
Qui dit consensualisme dit que l'on suit le sens de l'histoire. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je vous laisse apprécier. Mais le sens de l'histoire n'a pas été totalement suivi si l'on s'intéresse au sens de l'histoire du droit civil, parce que quand un contrat réel disparaît, généralement un contrat solennel apparaît. Le gage n'est plus un contrat réel, il est devenu un contrat solennel. Or ici, la réalité ne serait pas remplacée par une solennité. Le prêt à usage serait consensuel et ne serait que consensuel. Le prêt à usage est un contrat consensuel, article 101. Il est valablement formé dès que les parties sont convenues du bien. Partant de consensuel, étant consensuel, il devient synalagmatique et on comprendra mieux que le plan interne s'organise en deux subdivisions. Les obligations du prêteur, d'une part, puisque ces obligations naissent du consensualisme, le prêteur est obligé de mettre le bien à disposition, et les obligations réciproques de l'emprunteur, d'autre part. Deuxième innovation substantielle, ce que l'on pourrait appeler une certaine marchandisation, avec un point d'interrogation, du prêt à usage. Chacun d'entre nous a été élevé sous cette maxime et cette marque de fabrique du prêt à usage, que celui-ci serait essentiellement gratuit. Article 1876 du Code civil. Dans les textes proposés, le prêt à usage serait défini comme un contrat par lequel le prêteur confère à titre gratuit à l'emprunteur un droit personnel de jouissance à charge de restitution. Partant, le caractère essentiellement gratuit du prêt à usage serait abandonné et on pourrait considérer que la gratuité, demain, ne serait dans le prêt à usage qu'un élément de sa nature et non plus un élément de son essence. On reconnaîtra ici la volonté des membres du groupe de travail, et je pense que cette volonté est parfaitement justifiée, d'essayer de tenir compte, évidemment, de la commercialisation croissante des contextes dans lesquels le prêt à usage est utilisé. On aura ainsi pu mettre fin à la querelle sur la nature juridique des chariots de supermarché mis à la disposition des clients. Nul doute que cette évolution du droit rassurera les ménagères de moins de 50 ans qui parcourront les allées des supermarchés, de savoir que la nature juridique est arrêtée. C'est peut-être effectivement un prêt à usage, même si c'est intéressé de la part du supermarché. Plus sérieusement, ce prêt à usage, on peut imaginer de l'utiliser dans toutes les conventions de mise à disposition intervenant dans un contexte onéreux. Je pense au gage immobilier, feu l'anticrèse, que l'on associe volontiers à un bail, mais que l'on pourrait tout aussi bien associer à l'ancien commodat, à ce nouveau prêt à usage, dans ce contexte généralement intéressé. Troisième et dernière innovation substantielle, c'est la volonté de permettre à l'emprunteur à usage d'appréhender davantage les fruits de la chose. Cette nouvelle possibilité, cette perception des fruits et ce renforcement peut-être de la teneur du droit de jouissance de l'emprunteur à usage passe à la fois par une reconnaissance de droit, de la possibilité pour lui de percevoir les fruits d'une chose qui serait naturellement frugifère. Alors, il est indiqué que si la nature du bien le commande, l'emprunteur peut faire sien les fruits, et par cette nouvelle possibilité d'une autorisation expresse et donc d'une stipulation, cette fois-ci, d'une stipulation éventuelle, par laquelle le prêteur donnerait expressément l'autorisation à l'emprunteur à usage, avec le cas échéant contrepartie, de mettre le bien et de faire mettre le bien à disposition d'un tiers. Concrètement, si cette pente devait être suivie, cette pente qui accentue l'idée d'une légère marchandisation du prêt à usage, eh bien demain, l'emprunteur, dûment autorisé naturellement par le prêteur, pourrait, je n'ose dire sous-louer, mais pourrait mettre le bien, logiquement, par exemple, sur Airbnb ou un site de partage. Innovation, s'agissant maintenant non plus du prêt à usage, mais du prêt translatif, de l'ancien prêt de consommation. Cette innovation est, me semble-t-il, unique. Il n'y a qu'une innovation à retenir au fond. C'est là encore le basculement dans le consensualisme. Le basculement dans le consensualisme, puisque l'article 115, retiendrait que le prêt translatif est un contrat consensuel. Là encore, consensuel seulement, pas de substitution d'une solennité à l'ex-réalité. La solution, vous l'avez compris, est une solution qui tend à généraliser la règle énoncée par la Cour de cassation en 2000, selon laquelle le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, à l'ensemble des prêts translatifs, et donc même du prêt à usage, de sorte que demain, peut-être, que tout prêt serait consensuel, qu'il soit consenti par un professionnel du crédit ou non,
qu'il soit translatif ou non. C'est probablement l'innovation la plus marquante. Je pense que c'est une innovation qui, là encore, s'inscrit dans le sens de l'histoire du droit civil. Et je pense que c'est une innovation, s'agissant du prêt, qui est parfaitement justifiée. En fait, dans une époque où la désintermédiation bancaire fait que de plus en plus d'entités non bancaires consentent des crédits, on ne voit pas très bien pourquoi le prêt serait consensuel dans un cas et réel dans l'autre, alors que fondamentalement, c'est la même convention qui se trouve signée. Les innovations, les consolidations, et je serai beaucoup plus bref. Consolidation, s'agissant du prêt à usage d'abord. S'agissant du prêt à usage, les règles actuelles seraient en très grande majorité reprises. C'est d'un avant-projet de consolidation qu'il s'agit, au 4/5e. L'expression est reprise de Hugues Périnet-Marquet. Consolidation au 4/5e, donc on est dans les ordres de l'acceptable. Consolidation d'abord de la notion de prêt à usage, prêt par lequel le prêteur confère un droit personnel de jouissance à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de restituer. Obligation spéciale de restitution à laquelle il faut se reporter dans les premiers articles du nouvel avant-projet. Et article 109 du Code civil qui traduit là encore une consolidation. Consolidation d'une solution jurisprudentielle de 2004 qui permettent au prêteur à usage de n'être point prisonnier de sa générosité lorsqu'il a consenti à mettre à disposition d'un emprunteur, par exemple, un logement, et que l'emprunteur ne veut pas le restituer, arguant d'un besoin naturel qu'il aurait de le conserver. Pour éviter d'en venir à ces affres, on sait que la Cour de cassation est revenue sur une position peut-être un peu idéologique et attentatoire à la propriété du prêteur qu'elle avait un temps. Et dans cette veine, le groupe de travail a proposé qu'en toute hypothèse, le prêteur puisse, moyennant un préavis raisonnable, récupérer le bien prêté. Consolidation. Consolidation du prêt translatif également. Cette consolidation, on la voit dans la définition du prêt translatif, puisque c'est un prêt qui se caractérise évidemment par le transfert de la propriété de choses à charge de restituer des choses de même quantité et de même qualité. Restituer des choses de même quantité et de même qualité, là encore, en se référant aux obligations spéciales figurant en tête de l'avant-projet. Consolidation également de ce qu'on pourrait appeler la neutralité du prêt translatif. Le prêt translatif n'a pas de sexe, il n'est ni gratuit ni onéreux, il peut être les deux à la fois depuis toujours, cela ne change pas. Neutralité également et consolidation quant au principe du nominalisme monétaire, on pourra y revenir, qui serait reconduit avec peut-être une discussion sur le périmètre de celui-ci. Reconduction également du principe selon lequel le taux d'intérêt peut évoluer en fonction du taux de base bancaire. On trouve la règle dans le droit commun des contrats, article 1164. Les auteurs du groupe de travail ont considéré que la question était suffisamment importante pour que cela soit également reprécisé à l'article 124, alinéa 3. Consolidation également, et je terminerai par là sur le prêt, du formalisme, évidemment. Loin l'idée des rédacteurs de cet avant-projet, en basculant dans l'univers du consensualisme, de décider que la fixation du taux de l'intérêt serait consensuelle. Non, la fixation du taux de l'intérêt, c'est une règle de forme, et c'est la règle de forme qui doit être respectée dans ce nouveau contrat consensuel. L'article 1907 actuel serait reconduit, bien évidemment. Alors, voilà pour le prêt. Quelques mots pour terminer sur le dépôt. Là encore, deux observations préliminaires. L'intitulé du titre proposé serait du dépôt et du dépôt seul. Titre 12, dont l'intitulé proposé tranche avec l'actuel titre 11, qui s'intitule du dépôt et du séquestre. La modification a son importance. L'avant-projet propose au contraire de distinguer dans un chapitre 1 les règles communes à tous les dépôts, et dans un chapitre second, les règles propres à certains d'entre eux. Là encore, avec des plans internes très familiers pour le juriste, formation et validité d'un côté, effet de l'autre, règles communes, règles spéciales, les balancements sont bien connus. Jean-Claude nous dira un mot tout à l'heure du volume des textes consacrés au dépôt, parce que demain, seulement 16 articles lui seront consacrés, 16 articles contre 49 aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Là, on est vraiment dans une cure d'amaigrissement phénoménale, puisque ce sont à peu près les 2/3 des articles sur le dépôt qui passeraient demain à la trappe. Alors, les innovations et les consolidations. Les innovations formelles, d'abord. J'en vois deux. La première innovation formelle, c'est la disparition du dépôt nécessaire. Actuellement, le contrat de dépôt est organisé et structuré autour d'une espèce de summa divisio qui est le dépôt volontaire d'un côté, celui qui serait consenti, et le dépôt nécessaire de l'autre, celui qui serait, en vertu de l'article 1949 actuel, forcé.
En réalité, chacun sait que cette distinction n'est pas une summa divisio, parce qu'en fait, de dépôt nécessaire, il ne s'agit pas d'un dépôt forcé, non plus que d'un dépôt véritablement unilatéral. Il s'agit simplement de dispenser d'une préconstitution de la preuve le déposant qui, à raison des événements, d'un naufrage, d'un incendie, d'une opération, a dû se déposséder de l'un de ses biens, une bague par exemple, un bijou, sans pouvoir se préconstituer la preuve de ce dépôt. Donc, par renvoi au droit commun et parce que la liberté contractuelle est la règle du nouveau droit des contrats, article 1102, parce qu'un déposant ne peut être contraint de déposer contre son gré auprès d'un dépositaire, sauf peut-être dans l'hypothèse du séquestre, le dépôt nécessaire disparaîtrait formellement. La seconde innovation formelle, c'est que si le dépôt nécessaire disparaît, eh bien, le dépôt gagne de son empire en intégrant le séquestre. Le séquestre dont on a compris qu'il ne faisait plus, était plus mentionné dans l'intitulé du titre sur le dépôt. Pourquoi ? Parce qu'il serait dorénavant régi comme un simple dépôt spécial. Le séquestre prendrait l'aspect d'un dépôt spécial à un double point de vue, par son objet, parce qu'il porterait sur un bien litigieux ou susceptible de l'être. C'est l'ADN de ce dépôt spécial qu'est le séquestre, et spécial également, parce que contrairement au dépôt de droit commun, le séquestre, lui, pourrait, le cas échéant, être véritablement forcé, le juge pouvant ordonner au déposant, le cas échéant déposant au pluriel, de séquestrer le bien litigieux. Innovation substantielle. 4 innovations substantielles s'agissant du dépôt. La première innovation, c'est la place de la gratuité. Là encore, on a été bercé par la formulation selon laquelle le dépôt serait essentiellement gratuit à l'article 1917, formulation qui est fausse et qui a toujours été fausse, puisque dès 1804, il était indiqué que le dépôt pouvait être salarié à l'article 1928, donc s'il peut être salarié, c'est qu'il n'était pas essentiellement gratuit. Ce qui était faux en 1804 est encore plus faux aujourd'hui, où nombre de dépôts sont onéreux, l'affaire est entendue, et c'est pourquoi demain, il serait proposé que la gratuité ne soit que de la nature supplétive du dépôt, et non plus de son essence, suivant une pente que l'on vient d'envisager pour feu le commodat, l'actuel prêt à usage. La gratuité ne serait donc pas un élément de l'ADN nécessairement et de l'essence du dépôt, mais serait l'élément pivot permettant de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties. Ainsi, au cas de gratuité, eh bien, le dépositaire ne serait tenu d'apporter que les soins qu'il apporte pour les choses qui sont les siennes à la chose déposée, pas plus, pas moins. Reste à espérer au déposant que le dépositaire est soigneux envers ses choses propres. Et en cas de gratuité, le déposant serait tenu de rembourser au dépositaire les dépenses exposées, règle qui ne se justifie pas lorsque le dépôt est rémunéré, auquel cas c'est au dépositaire de prendre en charge les dépenses et à lui seul. Deuxième innovation, le domaine du dépôt. Le dépôt serait étendu, le cas échéant, aux immeubles. C'est une règle qui peut surprendre que la proposition d'abrogation de l'actuel article 1918, au terme duquel le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. En effet, et c'est à mettre en parallèle avec l'intégration du séquestre dans le périmètre du dépôt, il est indiqué aujourd'hui que le séquestre peut avoir pour objet des immeubles, article 1959. Comme on a toujours admis qu'un séquestre puisse avoir pour objet des immeubles, et qu'il a été décidé que le séquestre n'était qu'un dépôt spécial, il est assez logique d'en tirer les conséquences et d'admettre que le dépôt peut porter sur tout bien, même un bien immobilier. Il est possible de déposer un immeuble sans le déplacer naturellement, en remettant ses clés entre les mains d'un dépositaire immobilier. Troisième innovation, sur le dépôt irrégulier. Le dépôt irrégulier, on sent qu'il n'a pas eu les faveurs du groupe de travail, en tout cas que ce dépôt translatif de propriété, eh bien, les membres du groupe proposent en quelque sorte qu'il devienne un épiphénomène, ou en tout cas l'exception. En effet, il est proposé que le dépositaire s'oblige à tenir séparés des siennes propres les choses de genre qu'il reçoit du déposant, de façon à éviter la confusion et éviter le transfert de propriété. De sorte que le dépôt serait en principe un dépôt non translatif, et que ce n'est que par exception qu'il deviendrait un dépôt translatif si telle a été la volonté des parties de permettre la confusion en mélangeant les choses de genre du dépositaire avec les choses de genre du déposant. On remarquera en tout cas que la règle est parfaitement cohérente avec celle que le législateur a formulée en 2006 en matière de droit des sûretés à propos du gage de choses fongibles, article 2341.
Quatrième et dernière innovation, alors là, on peut en discuter, et je ne sais pas si la volonté des membres du groupe dont je faisais partie s'est particulièrement portée sur cette modification, mais c'est que de fait, en tout cas en l'état actuel de l'avant-projet, a disparu un article 1944, article 1944 qui permet aux déposants à tout moment, et le cas échéant en indemnisant le dépositaire, de reprendre la chose déposée, quand bien même le dépôt aurait été stipulé à un terme plus long. Cette disposition ayant disparu, le dépôt reste en l'état soumis aux règles de droit commun du droit des contrats, et peut-être faudrait-il songer à réintroduire cette règle, ou en tout cas à discuter de son fondement. Et je terminerai très simplement par les consolidations en matière de dépôt. Les consolidations, s'agissant des règles communes à tous les dépôts, eh bien, la principale consolidation, c'est que le contrat de dépôt n'est pas tombé sur l'autel du consensualisme. C'est le seul contrat, en quelque sorte, rescapé de l'hécatombe du consensualisme, puisqu'il resterait un contrat réel, et donc il resterait un contrat unilatéral. Article 128, il n'est formé valablement que si le déposant a remis au dépositaire le bien convenu. Consolidation également de la notion et du régime du contrat de dépôt, qui, bien évidemment, a pour essence de conférer une obligation spéciale de conservation et de restitution, deux obligations spéciales dont il a été discuté, au dépositaire, mais dépositaire qui ne peut pas jouir du bien, ainsi qu'il est indiqué à l'article 126, et consolidation également de la jurisprudence qui permet que le dépôt porte sur des biens mobiliers, même incorporels. Donc aujourd'hui, peut-être demain, le dépôt pourrait porter sur tout bien, mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel. Consolidation également des règles propres à certains dépôts, avec une modernisation et une simplification des règles relatives au séquestre, en précisant que le séquestre peut être ordonné par le juge ou, le cas échéant, par l'arbitre, avec, je crois, peu de modifications de fond, mais consolidation et plutôt proposition de déplacement des règles relatives à ce qui a été qualifié de dépôt spécial, le dépôt hôtelier. Le dépôt hôtelier aurait vocation à rejoindre le code du tourisme, de même que le dépôt hospitalier a rejoint, il y a déjà longtemps, les rives du code de la santé publique. Voilà les innovations et consolidations qu'il me revenait de vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci à Philippe Dupichot pour ce vaste panorama sur ces deux contrats que sont le prêt et le dépôt. Nous allons passer maintenant aux discussions via les discutants avant de poser quelques questions, que vous posiez quelques questions. Et je passe donc la parole à notre ancien trésorier qui nous a permis, nous, modeste association, de devenir une entreprise fructueuse, pas commerciale, mais presque, para-commerciale, Jean-Claude Dubarry, qui va discuter des propositions qui viennent de vous être exposées. Si on lui donne un micro. Merci, Monsieur le Président. Les remerciements vont d'abord aux organisateurs de cette manifestation. Donc, aux représentants de l'université, et notamment à Christophe Vernière, qui a pris la peine d'appeler le cabinet auquel j'apporte mon concours pour signaler que je n'étais pas arrivé à Grenoble. Lequel cabinet, je le remercie aussi, donc, camarade Grimaldi se dénonce et il a raison, puisque mon cabinet a ensuite appelé ma femme pour demander où j'étais. Si vous voulez bien ajouter que mon téléphone est évidemment tombé en panne de batterie et que je n'ai donc pu rappeler mon épouse, vous imaginez que je veillerai à ce que nous ne terminions pas cette séance à une heure trop tardive, car il me paraît indispensable de ne pas la faire appeler par quelqu'un d'autre pour dire que malheureusement, je n'ai pas pu repartir de Grenoble où je n'étais pas arrivé. Merci encore à tous deux. Mes remerciements vont ensuite à ceux qui ont déterminé l'ordre dans lequel nous allions intervenir, en veillant à ce que, conformément à une tradition bien établie, le plan annoncé à l'avance ne soit surtout pas suivi dans la réalité. Bref, j'aurais dû parler nettement plus tard de choses dont je ne parlerai pas, mais ça fait rien. Je dois donc dire quelques mots du contrat de dépôt dont vous savez tout et du contrat de prêt dont vous savez également tout, les deux ayant été mixés. Troisième particularité de tout cet ensemble, c'est que, bien entendu, si j'ai été assidu dans ce groupe de travail sur les différents contrats, le contrat de dépôt et celui de prêt sont les deux contrats auxquels je n'ai pratiquement pas participé.
Ceci est une annonce de mon plan, car j'ai tous les culots. Ma première partie sera donc consacrée au thème « Je ne sais rien ». Et la deuxième partie à « Je dirai tout ». Alors le contrat de dépôt. Le contrat de dépôt, c'est un bonheur pour les avocats, je dois le dire, puisque sur un certain nombre d'opérations, on essaye, par un phénomène d'attraction bien classique, de retrouver un contrat nommé. Alors, acheter une voiture. Je suis convaincu que si Louis Renault et André Citroën savaient les difficultés relatives au stationnement d'un véhicule, ils auraient préféré abandonner et se livrer à une autre activité. Voyons, soyons clairs, vous prenez un emplacement de parking dans le domaine public. Vous payez des sous. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un contrat? Non, vous payez une redevance d'occupation du terrain. Bien. C'est ça quand vous allez prendre, quand vous déposez votre voiture à l'aéroport d'Orly ou à l'aéroport de Roissy. On vous vole votre voiture, vous dites quand même, j'ai droit à quelque chose, vous auriez pu la surveiller. Non, redevance d'occupation du domaine public. Bien. Alors, vous choisissez un garage privé, un parking privé. Contrat de garde, contrat de dépôt. Contrat de dépôt, ça dépend. Contrat de dépôt, c'est pas vraiment évident. Est-ce que vous avez une place attribuée ou bien est-ce que choisissez une place parmi celles disponibles? Ce ne sera pas la même réponse. Bon alors, non, j'ai un garage dans mon immeuble. J'ai un emplacement bien déterminé. Dépôt, quand je mets ma voiture. Mais non, voyons pas du tout. C'est un louage. Bon, vous avez compris, il ne faut pas acheter une voiture. Alors vous achetez un bateau. Vous achetez un bateau, puis vous le remettez dans un port. Contrat de gardiennage. Ah, gardiennage, c'est un mot. Attendez, gardiennage, il y a un régime spécial? Pas vraiment. Voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, un contrat de dépôt. J'ai déposé mon navire à une bouée, un emplacement privatif dans le port de Saint-Tropez. Bon, évidemment, il y a un énorme machin qui est arrivé qui m'a arraché la moitié de mon navire, de mon frêle esquif. Dépôt? Obligation de surveillance? Oui, obligation de surveillance du port, mais pas du bateau. Bon, vous surveillez le port, mais pas le bateau. C'est assez pratique, il faut le retenir, parce que ça permet de trouver du travail à un handicapé qui serait à la fois sourd-muet et aveugle. Il pourrait surveiller le port, parce qu'il y a peu de chances pour qu'on l'enlève, mais il ne pourrait pas surveiller le bateau, n'est-ce pas? Philippe Rémy, dans une de ses chroniques à la trimestrielle que j'aimais bien, disait la distinction est parfois un peu surprenante et peut-être excessive, voire même stupide. Non, non, pas stupide, voyons, soyons raisonnables. Alors, non, alors prenez un cheval, puisque pas de bateau, pas de voiture, un cheval. Alors vous remettez le cheval en disant, tiens, je le gare là. Je ne l'attire pas, que le dépositaire, dites-vous, monte sur le cheval. Mais alors il use, ah ben non, attendez, il faut distinguer. Est-ce que pour la santé du cheval, il est souhaitable qu'il le monte? Ah, c'est qu'attention, si c'est le cas, la qualification ne sera pas la même. Bon, vous aurez compris, c'est pas la peine, les moyens de locomotion, vous oubliez. Donc il vous reste quoi? Il vous reste vos sous, la bague de la grand-mère, quelques objets précieux, vous les remettez dans un coffre-fort, loué auprès de votre banque. Vous avez dit loué? Non. Qu'est-ce que c'est que le contrat de coffre-fort? J'ai eu la chance de participer, d'être encore vivant et avocat, à une époque où il y a eu à la fois le CAS de Nice, la Société Générale, dont les coffres ont été vidés par une bande de malandrins, mais qui n'ont tué personne, qui étaient passés par les sous-sols, etc. Puis dans le même temps, à Paris, il y avait une autre banque dont les coffres mis à la disposition de la clientèle avaient été vidés parce que quand la directrice de l'agence est sortie la dernière et a fermé les portes et est partie, elle s'est retrouvée avec un pistolet sur la tempe et on lui a dit vous faites demi-tour, vous rentrez et vous ouvrez les coffres. Bon, alors j'ai eu la joie de voir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le contrat de coffre-fort. Dépôt.
Bien sûr, dépôt, oui, alors, oui, pas du tout, c'est pas un dépôt, parce que vous vous rendez compte, si c'est un dépôt, le dépositaire, là, il sait même pas ce qu'on met dans le coffre. Oui, alors c'est une location, mais c'est pas du tout une location, moi, ce que je veux, c'est qu'on me rende mes sous, et ça n'a rien à voir avec une location. Bref, nous avons plaidé allègrement, 17 fois, en ce qui me concerne. Ça a commencé par le décès, oui, c'est un dépôt. Ensuite, ça a été, non, c'est un louage, et puis ensuite, on a trouvé la solution, c'était un contrat qui procédait à la fois du louage et du dépôt. Puis, quelques temps plus tard, la Cour de cassation nous a dit que c'est un contrat sui generis qui a quand même fait considérablement évoluer les choses. Bon, ça avait un gros avantage. Ça permettait d'évacuer la seule question difficile qui était comment rapporter la preuve que les objets en question, étaient bien la propriété du soi-disant déposant, ça va encore. Deuxièmement, qu'il les avait bien mis dans le coffre, quelques témoignages de complaisance, ça peut se faire aussi, mais qu'il les avait pas retirés, ce qui est quand même bigrement plus difficile. Et on a trouvé évidemment des solutions tout à fait convenables pour qu'il n'y ait pas de déni de justice, grâce à quelques complaisances à l'égard du droit de la preuve. Voilà, c'était comme ça. Alors, je trouve qu'on a bien fait de supprimer beaucoup de règles du contrat de dépôt. Aujourd'hui, moins il y en aura, moins il y aura de chances pour qu'on tente de nous dire on est en présence d'un dépôt. Et puis, comme il y aura moins de règles, on va laisser peut-être un peu plus de possibilités aux gens qui rédigent des contrats. Parce qu'après tout, on peut imaginer, dans un monde parfait, je le reconnais, que tous les contrats ne sont pas des contrats verbaux du style « tiens, je dépose ma voiture ici », mais qu'il y a un peu d'écrit, notamment quand ce sont des contrats onéreux. D'ailleurs, il y a bien longtemps que pour ces fameux emplacements de garage, de parking, de tout ce que vous voulez, il y a des petites affichettes dans tous les coins pour vous expliquer que quand vous déposez votre voiture, ce n'est pas une raison pour pouvoir réclamer quelque chose quand un autre occupant l'a percuté, que si on vous a piqué votre portefeuille qui était laissé à l'intérieur de la voiture, ce n'est pas le problème non plus du garage, etc., etc. Donc, après bien des discussions, on finit par admettre qu'à condition que les affichettes soient suffisamment visibles, on s'en sort. Alors, reste maintenant, parce que j'ai dit tout le bien que je pensais du contrat de dépôt, vous l'avez compris. Alors, je dis tout également du contrat de vente. Du contrat de prêt, pardon, j'aurais pu faire aussi, mais c'est pas grave. Le contrat de prêt. Alors, le contrat de prêt, voilà aussi, on l'élague, il est parfait. On a même visé le prêt d'argent. J'ai peut-être un petit regret, mais c'est pour dire que quand même j'ai soigneusement étudié les textes. Était-il utile ou est-il envisageable d'aller plus loin dès lors qu'on n'évoque pas trop ce que c'est que le dépôt d'argent ? On n'a peut-être pas totalement tort, parce qu'après tout, quand vous déposez de l'argent à la banque, il va où cet argent ? Il va sur un compte. Alors, le compte banal, le compte minimum, c'est quoi ? C'est un compte de dépôt. C'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle, et qu'il est appelé officiellement. Bon, puis le banquier doit faire quoi ? Il doit vous rendre les sous. Où ? À moins qu'il ne les ait donnés, distribués à quelqu'un que vous lui avez indiqué comme bénéficiaire de la restitution. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter d'autre ? C'est toujours le même cas ? C'est toujours quand vous remettez des sous au banquier, c'est toujours un dépôt ? Peut-être que quand vous lui remettez, afin qu'il les loge sur un compte spécial qui va vous rapporter un intérêt. Je parle du passé. Aujourd'hui, tout ça, c'est du rêve. C'était une autre époque. C'était pratiquement l'époque du franc ancien. C'est pas dire que c'est un compte de dépôt, ça ne l'est plus. D'ailleurs, la pratique appelle ça un compte sur livret. Vous me remettez des sous, j'en fais ce que je veux, vous touchez. La différence entre les deux, c'est que quand vous me remettez des sous, vous touchez un intérêt, mais vous n'avez pas le droit de récupérer vos sous avant une certaine date. Alors que dans l'autre, le contrat de dépôt, vous pouvez récupérer, bien entendu, les sous que vous m'avez remis. Parce que vous me les avez remis pourquoi ? Fondamentalement, c'est pour permettre aux banquiers d'assurer le service de caisse etc., qui fait quand même l'essence de la convention de banque. Alors, bon, mon prêt, oui, mon regret, là je dis tout. C'est l'ouverture de crédit. Ce n'est pas vraiment un regret. On ne parle pas de l'ouverture de crédit, qui recouvre deux possibilités. Ce
qu'on appelle, alors selon les périodes, selon les usages, on appelle le découvert de caisse ou la facilité de caisse. Enfin, ce concours, généralement verbal, mais de moins en moins dans la pratique, et qui fait que le banquier dit, bon, allez, si le 28 du mois, il y a un chèque qui se présente, un chèque de 100 €, et que votre compte ne permet pas logiquement de le payer, puisque c'est un compte de dépôt, je sais que traditionnellement et depuis 10 ans, le 30 du mois, le montant de votre salaire est viré sur le compte. Donc je paye. J'accorde cette facilité. Et alors il y a toute une discussion, bien sûr, sur le droit, mais est-ce qu'on a droit au renouvellement de ceci, de cela ? Tout ceci aujourd'hui est à peu près clair dans le domaine d'application qui est celui auquel qu'on a pu constater depuis pas mal de temps. L'autre système, l'autre possibilité dans cette ouverture de crédit, c'est l'ouverture de crédit affecté. Bref, je vous prête, mademoiselle, monsieur. Non, je ne vous prête pas. Je vous ouvre un crédit de 10 000 € destiné à contribuer au financement d'un semestre d'études à Oxford. Et vous pourrez puiser au fur et à mesure du besoin de cette année, de ce semestre d'études, et vous, bien entendu, les fonds ne seront tirés que... Puis il y a un moment où, parce que vous avez acheté une voiture par ailleurs et que vous n'avez pas remboursé le crédit, votre créancier va tenter de saisir de l'argent là où il est susceptible d'en trouver, il va tenter de saisir le solde non encore utilisé de l'ouverture de crédit, en disant cette ouverture de crédit constitue une créance, hop, je vais saisir les sous. Bon, moi, bien évidemment, qui vous ai accordé cette ouverture de crédit pour faire des études, ou en tout cas pour apparemment les financer, je n'ai pas du tout l'intention que ce bon argent, le mien, soit détourné de l'usage que j'avais prévu. Donc ça ne me convient pas comme idée qu'on puisse saisir la fraction non utilisée du crédit. La Cour de cassation a admis qu'effectivement, la fraction non utilisée d'un concours de cette nature n'était pas saisissable. J'aimerais qu'elle... Enfin, j'aimerais. Je me dis, tiens, on ne sait jamais, ça pourrait changer, parce que ce n'est jamais qu'un arrêt de la Cour de cassation. Et est-ce que ça ne serait pas bien que ça figure dans notre code ? Ça me plairait bien, c'est pas absurde. Et puis, et ça sera la dernière confidence de Je vous dirai tout, il y a des moments où c'est pas seulement moi que ça concerne, mais c'est notre bon impôt. La France accorde de temps en tant qu'État, et à travers des émanations spécialement prévues pour ça, accorde des ouvertures de crédit à des pays avec lesquels elle entretient de bonnes relations et dont elle souhaite favoriser l'épanouissement. Bref, elle va financer un projet de construction d'une usine de désalinisation des eaux ou quelque chose comme cela. Ça sera fait sous forme d'ouverture de crédit. Et puis, ne voulait-il pas qu'un créancier de l'État bénéficiaire ou d'une émanation de l'État bénéficiaire créé pour réaliser cette usine, ne voulait-il pas qu'un créancier apparaît et fait « Coucou, je saisis la fraction non utilisée de l'ouverture de crédit qui vous a été consentie ». Bien entendu, en règle générale, le créancier qui apparaît comme ça, ce n'est pas une société très connue. Ça serait même assez souvent un établissement de Vaduz. Ça serait même assez souvent un établissement, une société des îles Caïmans. Ce serait même assez souvent, on ne sait pas très bien qui. Et l'idée que le produit de nos impôts ne serve plus à la construction d'une usine de désalinisation ou à l'édification d'une usine de traitement de la betterave, ou etc., etc. Mais je dirais à régler une créance à l'origine peut-être un peu douteuse, franchement insupportable. Donc après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je sais bien que c'est très particulier, que la fraction non utilisée de l'ouverture de crédit soit, d'après la loi, et non plus seulement d'après la Cour de cassation, insaisissable. Voilà, j'en ai terminé. Je demanderai à mes successeurs d'être assez brefs, compte tenu des contraintes que je vous ai exposées tout à l'heure. Et je vous remercie.
Merci Jean-Claude. Nous allons maintenant écouter Michel Farge. Merci. Rebonjour à tous. Je tiens à vous dire que la vie universitaire propose parfois des challenges terribles et aujourd'hui je suis en train d'en relever un et je me demande encore pourquoi j'ai accepté de parler de droit des contrats devant en plus un parterre de spécialistes alors que c'est plutôt oui au pays des contrats que vous avez aujourd'hui puisque les étudiants qui sont là le savent bien, mon inclinaison va plus vers le droit international privé que vers la matière contractuelle. Donc je vais avoir un regard un peu de béotien sur cette réforme, regard de béotien sur le contrat de dépôt. Alors comme il l'a été très bien dit, c'est un contrat dans lequel la réforme a opéré un très grand toilettage. Même si on n'est pas d'accord sur les chiffres, moi j'ai constaté qu'il n'allait rester plus que 13 articles au lieu de 49, mais je pense que c'est parce que j'ai déjà supprimé du Code civil les dispositions sur le dépôt hôtelier alors que c'est simplement un projet. Ce toilettage, il était nécessaire et il est assez facile il a été assez facile à réaliser, me semble-t-il, parce que en lisant les vieilles dispositions sur le dépôt, je me suis rendu compte que très souvent, il n'était pas question de dépôt, il était question de droit des biens, de droit des incapacités ou encore de droit de la preuve. Donc, l'épuration du contrat de dépôt a été possible en supprimant toutes ces références à des questions voisines, mais qui n'avaient pas à figurer à propos du contrat de dépôt. Alors pour les différentes questions que j'ai voulu essayer de soulever en lisant les textes, j'ai essayé de les structurer alors de manière très très simpliste et comme ça je ne serai pas perturbé par des applaudissements puisque j'ai voulu d'abord réfléchir sur la qualification du contrat de dépôt et ensuite évoquer le régime du contrat de dépôt, le régime tel qu'il résulterait des textes proposés. Alors s'agissant tout d'abord de la qualification du contrat de dépôt, j'ai deux observations à faire. Si j'ai bien compris, l'ambition du projet, c'était de transformer le contrat de dépôt et surtout de marquer, transformer la physionomie du contrat de dépôt ou l'image du contrat de dépôt en marquant que ce n'était plus un petit contrat, un service d'amis, et que c'était désormais devenu un grand contrat, un contrat entre professionnels. Et donc, il a fallu que les textes proposés reflètent cette évolution, et c'est pour ça qu'on ne lit plus que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que dans le projet, vous avez voulu conserver quand même un raisonnement en termes de principe et d'exception, en considérant que le dépôt était en principe gratuit et simplement exceptionnellement onéreux. Pourquoi vous n'avez pas complètement franchi le pas et considéré que le dépôt était désormais un contrat onéreux? Ce serait plus conforme, me semble-t-il, à la réalité des affaires, et puis ça suivrait la position de la Cour de cassation qui a déjà admis que quand un dépôt est fait par un professionnel, il est présumé comme onéreux. Ça, c'est ma première question et j'essaye d'enfoncer le clou avec cette question en disant qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais chaque fois qu'il est question de réforme, on justifie ces réformes par la fameuse attractivité du droit français. Ça m'intéresse parce que ça m'amène un peu vers le droit international privé. Si on fait des belles réformes, les opérateurs du crédit vont nécessairement choisir le droit français pour les contrats internationaux. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui incite à choisir. Je pense que c'est plutôt la rapidité des tribunaux et c'est plutôt des clauses attributives de juridiction qui comptent que des choix de loi. Mais toujours est-il qu'on a cet argument, on réforme pour rendre le droit plus attractif. Et je me suis demandé si c'était très attractif pour des opérateurs internationaux de choisir un contrat de dépôt qui est conçu comme un contrat à titre gratuit. Est-ce que ce ne serait pas une raison pour franchir le Rubicon et considérer que ce contrat est devenu aujourd'hui un contrat à titre onéreux? Mais il s'agit simplement d'une question et d'une question d'un béotien, je le redis. La deuxième observation sur la qualification du contrat de dépôt, c'est, alors en lisant les manuels, les encyclopédies, je me suis rendu compte finalement que le dépôt, c'était le lieu de grandes controverses doctrinales et jurisprudentielles. Et vous l'avez très bien rappelé, maître, la question est de savoir, de distinguer le dépôt contractuel du dépôt de complaisance. Le dépôt de complaisance, c'est par exemple, je laisse mes courses dans un bistrot pour aller continuer à faire des achats pour Noël. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le bistrotier est devenu un dépositaire?
faut faire la différence, enfin il fallait faire la différence entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire, même si cette différence n'était pas fondamentale puisque c'était simplement une question probatoire. Il faut aussi déterminer parfois si on est en présence d'un dépôt, en présence de ce qu'on pourrait appeler un dépôt fortuit. Il y a eu des arrêts de la Cour de cassation sur des oublis de boucles d'oreilles chez des coiffeurs ou des oublis de bagues chez des esthéticiennes. Ce qui laissera à penser que c'est seules les femmes qui oublient des choses. J'ai pas trouvé l'équivalent. Si, il y a quand même parfois des hommes qui oublient leurs affaires dans les vestiaires. Mais bon. Et plus juridiquement, donc, il faut faire la distinction entre le dépôt et le contrat de coffre-fort, on l'a dit, entre le dépôt et le dépôt de fonds, entre le dépôt et le très mal nommé dépôt-vente. Et surtout, ce qui m'a paru le plus délicat, c'est de faire la distinction entre les véritables contrats de dépôt et des contrats d'un autre genre, mais qui comportent une obligation accessoire de dépôt. Par exemple, je décide d'aller faire des strikes au bowling, je laisse mes chaussures, est-ce que j'ai passé un contrat de dépôt avec l'établissement ? Alors, la question que je me suis posée, c'est de savoir si les textes tels qu'ils sont projetés vont alimenter ou résoudre ces difficultés de qualification. Il me semble que sur 4 points, les textes peuvent avoir une influence sur ces difficultés de qualification. Le premier point, c'est que dans la réforme, le dépôt n'est plus défini comme un acte. Il est désormais défini comme un véritable contrat. Donc ça devrait pouvoir confirmer la jurisprudence qui considérait que des dépôts de pure complaisance ne valaient pas contrat de dépôt. Autrement dit, le barman à qui on a laissé les courses sera rassuré, il ne pourra jamais être considéré comme un dépositaire. En deuxième lieu, on l'a dit, les textes ne réservent plus le dépôt aux biens mobiliers. On a expliqué, vous avez très bien expliqué l'origine de cette modification avec le contrat de séquestre, enfin avec la figure du séquestre. La question que je me pose, c'est de savoir si un contrat de gardiennage d'immeuble, un contrat de surveillance qui concerne un immeuble, est-ce que ce contrat pourra désormais être qualifié de contrat de dépôt, ce qui pourrait faire difficulté, puisque vous savez que l'arme du dépositaire, c'est le droit de rétention, et l'exercice d'un droit de rétention sur un immeuble, c'est quelque chose qui n'a jamais été totalement admis, enfin, qui a toujours suscité des difficultés en jurisprudence. Troisième élément qui peut influencer aussi ces problèmes de qualification, c'est le fait que dans la réforme, on supprime la référence au dépôt nécessaire. Ce dépôt nécessaire n'apparaîtra définitivement plus si le dépôt hôtelier est bien transféré dans un autre code, puisque dans le dépôt hôtelier, il est encore question du dépôt nécessaire. Alors, cette suppression, elle est très bien, puisqu'on l'a dit, cette institution paraissait un peu d'un autre âge et qu'elle concernait simplement une question probatoire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la suppression va conforter la jurisprudence, mais qui quand même est hésitante, lorsqu'elle considère que certains dépôts forcés, remises de bijoux pour des soins, etc., ne peuvent pas être qualifiés de dépôt, et ce qui posera la question d'une autre alternative contractuelle et, à mon avis, de raisonner en termes d'obligations accessoires de dépôt dans le cadre d'autres contrats. J'ajoute aussi, on l'a dit ce matin, qu'en principe, les problèmes de qualification devraient être tués dans l'œuf, puisqu'il existe dans le projet de réforme 2 dispositions qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le droit commun des obligations spéciales. Dans ces 2 dispositions, il y a l'obligation de restitution et l'obligation de conservation. Donc peut-être sera-t-il moins intéressant de batailler sur la qualification de contrat de dépôt, mais encore que l'existence de ces 2 obligations dans un contrat ne suffise pas à faire un régime contractuel, et donc parfois on sera quand même tenté de rattacher un contrat donné. S'agissant maintenant du régime du contrat de dépôt, j'ai simplement 3 observations à faire. La première observation, c'est le choix qui a été fait de considérer que le dépôt comme un contrat a priori, enfin en principe onéreux. Ce choix a fait que le régime, en principe gratuit, ce choix a fait que sur le régime du dépôt onéreux, il y a des éléments qui n'ont pas été abordés, alors qu'en lisant les ouvrages, j'ai l'impression que c'était des choses qui étaient encore un peu en suspens, c'est-à-dire par exemple la question du coût du dépôt.
il ne m'a pas semblé que c'était très clair la question de savoir si le prix était une condition de formation du contrat. Il semble que ce ne soit pas une, que le prix puisse être fixé par le juge. Et il semble aussi qu'en revanche, le juge ne puisse pas pouvoir réviser le prix qui a été fixé par les parties. Je me suis demandé si toutes ces indications, tous ces éléments qui me paraissent assez essentiels ne devaient pas figurer dans la réforme. Ma deuxième observation, elle concerne la responsabilité du dépositaire. Ça a été très bien rappelé tout à l'heure. Et vous savez que la responsabilité n'est pas la même selon que le dépôt est à titre gratuit ou à titre onéreux. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris et qui m'avait aussi surpris à l'occasion de la réforme du droit des contrats, c'est que je vous rappelle que c'est à propos du contrat de dépôt qu'on a éprouvé la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats, et qu'on a créé des hybrides, les obligations de moyens renforcées ou obligations de résultats atténuées. Ce qui me surprend dans ces réformes, c'est qu'il n'est jamais fait mention de cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats. Et j'aimerais connaître les raisons de ce silence. Alors il y a peut-être plus des explications, c'est peut-être que cette distinction est parfois artificielle, mais toujours est-il que j'ai l'impression que cette distinction, elle structure notre psychologie à tous. On a été élevé avec la distinction obligation de moyens, obligation de résultats, et on est surpris de ne pas la retrouver, de la trouver nulle part dans le code. Mais peut-être que c'est une question de calendrier dans les réformes, et que c'est peut-être qu'avec la responsabilité civile que vous évoquerez, ou alors c'est une hostilité de la part, mais c'est une hostilité que j'aimerais qu'on m'explique, parce que pour nous, enfin, celui qui voit les contrats de temps en temps, ça reste un élément assez structurant, cette distinction. Dernière remarque sur le contrat de dépôt, et là aussi c'est une remarque qui est d'articulation entre les réformes. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il était nécessaire de rappeler le droit de rétention qui appartient aux dépositaires, alors que ce droit de rétention est parfaitement justifié par des textes qui sont issus d'une autre réforme qui doit beaucoup à l'association Capitan, c'est-à-dire que l'article 2286, je crois, du Code civil prévoit des hypothèses de connexité qui permettent parfaitement de justifier le droit de rétention du dépositaire. Et je me suis demandé pour quelles raisons il était nécessaire, dans un travail qui veut épurer au maximum le Code civil, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de rappeler ce droit de rétention. Voilà, vous en avez fini avec oui, oui au pays des contrats. Et je vais repasser la parole à des vrais spécialistes. Merci à tous. Après un héros de bande dessinée, un héros de film, ô combien connu, Garance Catalano-Cloarec, qui aurait dû parler en premier, mais bon, il faut bien un peu la déstabiliser, c'est comme ça qu'on est excellent. Garance, c'est à vous. Je vous remercie. Tout d'abord, je serai, comme tout le monde, banale mais sincère. Et donc, je remercie tout le monde, le public, l'université, tout particulièrement Christophe Vernière, mais aussi et surtout celui qui avait tellement peur que je l'oublie qu'il a écrit le texte des remerciements qui lui sont à lui-même adressés sur ma feuille, à savoir monsieur le professeur et président Denis Mazot, qui m'a fait l'insigne honneur et l'immense bonheur, attendez, je lis mal, l'immense bonheur de m'inviter à ce prestigieux colloque. Bon, la suite est mal écrite, donc je passerai. Merci, Denis Mazot, donc. Merci pour ce voyage dans le temps dans le passé d'abord, puisque vous me ramenez ici à mes années de thèse, voyage dans le futur aussi, puisque je dois discuter aujourd'hui de ce qui sera peut-être le droit du prêt de demain. Espérons-le. Alors évidemment, je commence par saluer l'ampleur du travail fourni, mais on est ici pour discuter, et le temps ayant déjà largement coulé, je vais me dépêcher un petit peu et passer au point de discussion qui pourrait émerger. Alors, Philippe Dupichot vous l'a déjà dit, il n'y a pas de grande révolution dans les textes du projet sur le prêt. On a pour l'essentiel suivi les lignes de ce qui était le Code civil, non, ce qui est toujours d'ailleurs le Code civil. Il n'y a pas de grands changements, il y a quand même quelques petites révolutions. Et j'évoquerai pour cela d'abord des remarques générales qui peuvent être communes aux deux formes de prêt, avant de m'attacher à quelques petites remarques particulières propres à chacune des deux formes de prêt.
prêt à usage et prêt translatif, donc pour suivre la nouvelle terminologie. Alors, première remarque sous forme d'un petit regret, c'est un peu étonnant, le prêt est à ma connaissance le seul des contrats traités dans le projet qui ne fait pas l'objet d'une définition générale. Les deux sous-catégories de prêt, prêt à usage et prêt translatif, sont chacune définies, mais on n'a pas de définition commune. Et là, sans doute, rejoint-on ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe Dupichot, à savoir qu'on a souhaité conserver la dualité des deux formes de prêt dans le Code civil. Et il faut donc comprendre que la famille du prêt n'a en réalité pas de sang commun. Pas de sang commun, d'accord, mais là-dessus, j'exprimerai un second regret qui est sur l'une des révolutions, justement, mises en place par le projet, à savoir la transformation de tous les prêts en prêts consensuels. Là-dessus, mon petit regret, c'est je me demande s'il n'aurait pas été judicieux de conserver la réalité du prêt lorsque le prêt est gratuit, et ceci qu'il s'agisse du prêt à usage ou qu'il s'agisse du prêt translatif, ce qui nous ferait une règle commune aux deux formes de prêt. En effet, me semble-t-il, la gratuité de l'opération pouvait justifier un formalisme, notamment la réalité. Alors évidemment, ça prive d'une partie de son efficacité la promesse de prêt lorsqu'il est gratuit. Ça veut dire qu'elle ne pourrait plus être susceptible d'exécution forcée, ce que dit pour l'instant la jurisprudence. Néanmoins, il me semble que le droit positif était assez harmonieux, puisque bien que la promesse de prêt réel ne soit pas susceptible d'exécution forcée, c'était un contrat et en tant que tel, elle pouvait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts lorsque la justice l'exigeait. C'est d'ailleurs dans le prolongement de cette idée que je regretterais qu'il n'y ait pas du tout de règles communes aux deux formes de prêt. Me semble-t-il, on aurait pu envisager d'étendre quelques règles qui sont reprises du Code civil pour le prêt à usage, on aurait pu les étendre pour le prêt translatif, du moins lorsqu'il est gratuit. Je pense par exemple au droit à la résiliation anticipée du prêt en cas de besoin pressant et imprévu du prêteur, donc qui existe actuellement pour le prêt à usage, qui est reprise à l'article 109 pour le prêt à usage, mais qui n'existe pas pour le prêt translatif gratuit. On peut penser à un prêt d'argent gratuit si le prêteur ressent un besoin pressant et imprévu des sommes qu'il a prêtées. Pourquoi est-ce que l'impératif de justice n'exigerait pas ici aussi de lui permettre de les reprendre en cas de besoin pressant et imprévu? On peut penser de même à unifier les règles sur l'absence de droit de rétention de la chose. Alors, l'absence de droit de rétention de la chose, vous le trouvez à l'article 112 du projet. L'article 112 du projet qui concerne donc actuellement uniquement le prêt à usage. Donc dans le prêt à usage, l'emprunteur ne peut pas retenir la chose, même si le prêteur lui doit de l'argent, et même s'il lui doit de l'argent en raison de dépenses que l'emprunteur a effectuées pendant le prêt. Là-dessus, pas de problème. En revanche, l'article 121 du projet, donc relatif cette fois-ci au prêt translatif, prévoit que l'emprunteur peut... Alors là-dessus, d'ailleurs, les termes du projet me semblent peut-être un tout petit peu ambigu. L'emprunteur, donc dans le prêt translatif, c'est-à-dire dans le prêt d'argent, grosso modo, dans le prêt d'argent, l'emprunteur peut retenir les sommes prêtées par compensation de ce que lui doit le prêteur. Alors, je ne sais pas très bien ici s'il s'agit d'un droit de rétention ou d'une faculté de compensation. Je suppose que l'idée, c'était une compensation lorsque la compensation est possible, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le cas de choses fongibles, c'est-à-dire le plus souvent dans le prêt d'argent. Je me demande si cette faculté de retenir et ou compenser ne devrait pas être écartée, ici encore, lorsque le prêt d'argent est gratuit. On peut aussi penser à... Alors là-dessus, je ne sais pas très bien exactement où en est le projet, à l'absence de garantie des vices cachés lorsque le prêt est gratuit. Puisque là-dessus, je ne rejoins pas entièrement les propos de Pascal Puig tout à l'heure. Je ne crois pas que dans le prêt à usage, à l'heure actuelle, il existe de garantie des vices cachés. À mon sens, et le projet reprend les textes actuels du Code civil, à mon sens, ce qui existe actuellement, c'est une obligation d'information du prêteur
l'emprunteur sur les vices de la chose qu'il connaît, et si jamais il n'a pas informé l'emprunteur sur ces vices de la chose qu'il connaît, il encourt une responsabilité pour les défauts qui en résulteraient. Donc ce n'est pas à proprement parler une garantie des vices cachés, c'est plutôt une responsabilité, à mes yeux, pour avoir tu quelque chose qu'il aurait dû dire. Et alors pour le prêt translatif, cette fois-ci, donc comme il s'agit d'un prêt translatif, parfois à titre onéreux, parfois non, l'article, alors j'ai perdu l'article, on a un article que je ne retrouve plus dans le prêt translatif qui évoque une responsabilité similaire pour les vices de la chose que le prêteur connaissait, mais dont il n'a pas informé l'emprunteur. 117, merci. Et à mon sens, comme on est dans le cas d'un contrat translatif de propriété, qui peut parfois être à titre onéreux, il va falloir cumuler cette fois-ci avec l'article 1 du projet de réforme et considérer que le prêteur est responsable des défauts qu'il connaît et dont il n'a pas informé l'emprunteur pour tous les prêts, plus garant des vices cachés de la chose lorsque le prêt est à titre onéreux, c'est-à-dire lorsqu'il est assorti d'intérêts. C'est intéressant notamment lorsque le prêt translatif ne porte pas sur de l'argent, mais plutôt sur des denrées comme des denrées agricoles, où on peut plus facilement imaginer un vice caché des choses. Voilà au titre des remarques générales qui auraient pu être communes aux deux formes de prêt. J'ajouterais que je trouve un peu dommage pour ma part d'avoir supprimé donc le caractère réel du prêt, notamment lorsqu'il est gratuit. Je le trouve d'autant plus dommage que c'est un peu à contretemps justement de ce que fait la réforme du droit des contrats. La réforme du droit des contrats vient expressément de consacrer l'existence des contrats réels. Sauf que finalement, avec la réforme des contrats spéciaux, on vide la catégorie d'une grosse partie de ce qu'elle contenait. On avait le gage, on l'a plus depuis 2006, qui est devenu un contrat solennel. On avait le prêt, sauf lorsqu'il était consenti par un professionnel du crédit. Là, on ne l'aura plus du tout. Et un peu mystérieusement, le dépôt, lui, a réussi à rester un contrat réel. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Là-dessus, je n'ai pas d'explication. Peut-être Philippe, aurais-tu une explication à proposer tout à l'heure ? Donc là-dessus, juste du point de vue de la cohérence générale, je trouve que c'est peut-être un peu dommage d'avoir supprimé aussi rapidement le caractère réel du prêt. Bon, après, ça fait partie de mes petites lubies de thèse dont on n'arrive pas forcément à se départir. Ce n'est pas du tout un avis objectif sur la question. J'en viens maintenant aux remarques peut-être un peu plus particulières, aux différentes formes de prêt. Je commencerai par le prêt à usage. Alors, pour le prêt à usage, je souscris totalement à la définition proposée et je souscris totalement à la révolution proposée, puisque l'article 100 du projet de réforme prévoit que l'emprunteur dispose d'un droit personnel de jouissance, ce qui signifie, et ce qui nous est confirmé un peu plus loin, que l'emprunteur peut bénéficier des fruits de la chose. Il bénéficie donc du droit aux fruits de la chose. Le droit positif sur la question était un peu hésitant. On avait donc lorsque la chose était naturellement frugifère, la Cour de cassation semblait d'accord effectivement pour octroyer à l'emprunteur le droit de jouir des fruits de la chose. En revanche, elle était beaucoup plus hésitante lorsque la chose n'était pas naturellement frugifère, par exemple un appartement qu'il faut donc louer pour faire produire les fruits civils du bien. Là-dessus, la Cour de cassation y était plutôt hostile. Elle a réaffirmé d'ailleurs tout récemment son hostilité avec un arrêt du 11 octobre 2017 où elle dit cette fois-ci très très clairement que l'usage de la chose prêtée n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial au profit de l'emprunteur, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus. Donc elle semble très clairement exclure la perception par l'emprunteur des fruits civils du bien prêté. Le projet de réforme irait dans ce cas franchement à contre-courant, du moins avec une autorisation expresse du prêteur.
ce qui me semble très juste dans la mesure où je vois dans le prêt un droit de jouissance qui est le pendant du droit de jouissance du preneur à bail, et le preneur à bail traditionnellement a droit au fruit de la chose. Donc là-dessus, j'applaudis à deux mains le projet de réforme. J'applaudis encore la clarification qui est apportée sur le lieu de restitution dans le prêt à usage. Alors, on le trouve à l'article 119 du projet de réforme. À défaut de volonté contraire, la restitution de la chose dans le prêt à usage, c'est donc le lieu de la remise. On le trouve à l'article 119 et à l'article 111 du projet de réforme. 111 pour le prêt à usage et 119 pour le prêt translatif. Cette clarification est bienvenue. Elle est d'autant mieux venue que, entre-temps, la réforme du droit des contrats a supprimé la règle de droit commun sur laquelle on pouvait se reposer jusqu'ici, qui était l'ancien article 1247 du Code civil, qui vous disait que le paiement d'un corps certain doit être fait au lieu où était la chose. Cette règle a été supprimée et remplacée par l'article 1342-6 du Code civil, qui ne la reprend pas. Donc, grâce au projet de réforme, on boucherait ce trou, au point d'ailleurs que je vous propose même de la faire remonter dans les obligations générales translatives à toutes les formes de contrat pour ce qui est de l'obligation de restitution, puisque comme ça a été souligné déjà à plusieurs reprises, il y a des formes de transmission de jouissance qui ne rentrent ni vraiment dans le cadre du prêt, ni vraiment dans le cadre du bail, et pour lesquelles il pourrait être intéressant de n'avoir aucun doute sur le lieu de la restitution. J'en passe maintenant à celui qui vous intéressera sans doute le plus, le prêt translatif et surtout le prêt d'argent, pour les dispositions particulières qui lui seraient relatives. Alors, pour le prêt translatif, on a une structure un peu particulière. On a une structure qui dégage d'abord les règles communes à tous les prêts translatifs, c'est-à-dire tous les prêts de choses de genre. Et ensuite, on va avoir quelques règles particulières propres au prêt d'argent. Je vais directement parler des règles propres au prêt d'argent, puisque là-dessus, on a quand même quelques petits points de débat. Un point de débat qui a été légèrement soulevé par Philippe Dupichot dans son intervention. Je pense notamment à l'article 123 du projet de réforme, qui, à mon sens, introduit peut-être un doute qu'il conviendrait de dissiper. Alors, cet article 123 du projet de réforme donne l'impression, et c'est une impression qui est en plus confirmée par la lecture de l'exposé des motifs, mais donne l'impression que la règle du nominalisme serait limitée au cas du prêt gratuit. L'article 123 vous dit en effet que si le prêt est conclu à titre gratuit, l'emprunteur n'est tenu de rendre que la somme nominale prêtée, sauf la stipulation d'une indexation. Alors, évidemment, je suppose que vous n'avez pas entendu limiter la règle du nominalisme au seul prêt gratuit. Je suppose que la règle du nominalisme continue de s'appliquer pour le prêt d'argent à titre onéreux, le prêt à intérêt. Et en réalité, je le suppose d'autant plus qu'en réalité, le droit commun va permettre de l'imposer. L'article 1343 nouveau du Code civil, donc issu de la réforme du droit commun, prévoit que le débiteur d'une obligation de somme d'argent, ce qui est le cas pour un emprunteur d'argent, se libère par le versement de son montant nominal. Pour dissiper le doute, je pense qu'on pourrait tout simplement, plus généralement, affirmer que, sauf clause d'indexation, l'emprunteur doit rendre le montant nominal du capital prêté, pourquoi pas en renvoyant d'ailleurs à l'article 1343 du Code civil, puis ensuite, dans un second article, préciser qu'en outre, le prêt peut être à titre onéreux et assorti d'intérêt. Dernier petit point que j'aborderai. Oui, c'est le dernier, c'est promis. C'est l'article 124 du projet de réforme que je trouve très intéressant. Donc effectivement, il précise la sanction de l'absence d'écrit, pour le taux d'intérêt, ce qui est très bienvenu. Ça confirme une jurisprudence absolument constante. Donc on sait qu'en cas d'absence d'écrit, le prêteur va pouvoir recevoir rémunération, mais une rémunération au taux légal.
ça confirme ce qui est le droit positif. Et j'ai trouvé très intéressante la précision que le taux va pouvoir donc être fixé unilatéralement par l'une des parties. Ça permet de lever le doute sur ce qui l'advenait de la jurisprudence sur les taux de base bancaire, parce que comme vous l'avez compris de la journée d'aujourd'hui, les articles du droit commun des contrats sur le prix sont particulièrement obscurs et on ne sait pas très bien quelles solutions sont confirmées et sont infirmées. On ne sait pas si le prêt est un contrat de service ou s'il n'est pas un contrat de service. Pascal Puig nous disait ce matin, et je partage son avis, que selon lui, ce n'est pas un contrat de service, de prestation de service, pardon, pour suivre la terminologie de l'article 1164. Philippe Dupichot, tout à l'heure, nous disait que le prêt comme le dépôt sont des contrats de prestation de service. Donc, on voit bien ici qu'on va avoir des débats assez intenses sur l'application de l'article 1164 ou pas. Et donc, si l'article 1163, qui semble interdire une fixation unilatérale du prix, encore qu'on n'en soit pas non plus sûr, ça on en a déjà discuté ce matin, et que le prêt ne relève pas de l'exception prévue à l'article 1164, il était très bienvenu de prévoir une règle spéciale dans le prêt qui précise que le taux d'intérêt peut être fixé unilatéralement par le prêteur. Il peut être fixé unilatéralement par le prêteur et là, ici, on va retrouver la limite des articles 1164 et 1165, à savoir la limite de l'abus. En plus de ça, ici a été ajouté par rapport à l'article 1165, pardon, c'est celui-ci sur les contrats de prestation de services. En plus de ça, a été ajouté par rapport au texte de l'article 1165 et en s'inspirant de l'article 1164 sur les contrats cadres, le fait qu'en cas d'abus, l'emprunteur va pouvoir demander la résolution du contrat de prêt. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que la seule sanction des dommages-intérêts n'était pas suffisante. Elle n'est pas suffisante puisqu'on est dans un contrat qui dure dans le temps, que le temps de procédure va être long, le temps que l'emprunteur saisisse la justice, voit le prêteur condamné pour abus, il y aura eu d'autres mensualités, d'autres échéances et un taux qui pourra continuer à être abusif. Donc, si on veut que les choses s'arrêtent, effectivement, pourquoi pas prévoir la résolution ? Sauf que la difficulté d'une sanction comme la nullité ou la résolution dans le prêt, c'est évidemment que l'emprunteur est obligé de restituer immédiatement le capital qu'il n'a pas. Donc peut-être qu'il ne va pas penser à la résolution. Alors ensuite, comme j'en discutais ce matin avec mon voisin, que je ne vois plus, éventuellement, la solution pourra toujours être intéressante, la solution de la résolution pourra toujours l'intéresser si, entre-temps, il a trouvé une banque prête à le refinancer pour ce qui est de la restitution du capital à un taux plus intéressant que celui pratiqué actuellement. Donc dans ces cas-là, pas de problème. Sinon, on peut aussi envisager, pourquoi pas, ça montre peut-être les limites de la théorie générale et ça montre que quand le contrat dure dans le temps et que l'abus est donc susceptible de se répéter, peut-être qu'il faudrait imaginer une sanction alternative qui viserait à paralyser temporairement ou définitivement, j'en sais rien, la prérogative contractuelle particulière que constitue la fixation unilatérale du prix. Pour le prêt, ça pourrait fonctionner assez bien, puisque dans ces cas-là, notre contrat ne se retrouverait pas sans prix, il resterait onéreux, mais la sanction serait l'application du taux légal. Voilà, proposition que je soumets à votre réflexion. Je m'arrête donc là. Non, parce que j'ai des titres nerveuses. Non, j'avais terminé et je vous en remercie.